Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc, nous allons maintenant parler des objections aux trous noirs. Certains doutent de l'existence des trous noirs, et on peut dire que les objections sont de trois types. Et d'abord celle qui dit que, c'est sans doute la plus fréquente, celle que j'ai plus souvent vue, qui dit que d'un point de vue extérieur, nous l'avons dit, il y a une dilatation extrême du trou noir lorsqu'on approche de l'horizon, et tout corps qui s'approche de l'horizon, d'un point de vue extérieur, avec la dilatation extrême du temps, il ralentit, se fiche, gèle et ne franchit jamais l'horizon. De même, le corps, l'étoile qui est en effondrement, lorsqu'elle s'effondre et atteint presque la formation de l'horizon, là aussi il y a cette dilatation du temps extrême et on a une étoile proche de former un trou noir, mais qui ne le forme jamais, l'horizon n'apparaissant jamais. La deuxième objection dit que rien ne sort de l'intérieur d'un trou noir. Absolument rien. Par conséquent, nous ne savons pas ce qui s'y passe. Et pire que cela, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Par conséquent, nous n'avons aucune certitude de la validité de la théorie qui décrit l'intérieur des trous noirs. Enfin, le troisième point, rarement vu, mais qui existe, et en particulier dans une littérature plus technique, publiée, c'est que, en fait, on ne sait pas tout. Il pourrait y avoir des forces inconnues, plus importantes que l'interaction nucléaire, et donc plus importantes que celles qui régissent la stabilité des étoiles à neutrons. Auquel cas, il y aurait une limite supérieure à la limite d'Oppenheimer-Volkoff pour la formation d'un trou noir. Dans ce cas-là, on aboutit à une étoile plus dense qu'une étoile à neutrons, mais qui n'est pas un trou noir. La dilatation du temps et le décalage vers le rouge, extrêmement important également dans ce cas-là, presque autant qu'un trou noir, empêchent de distinguer et de voir la différence. C'est le concept dit d'étoile gelée. Alors, concernant le premier point, le fait que la dilatation du temps est extrême, qu'on ne passe jamais l'horizon, que l'horizon ne se forme jamais. Nous y reviendrons. Nous en reparlerons assez rapidement. La deuxième chose, c'est que rien ne sort de l'intérieur d'un trou noir. Et c'est vrai. Et du point de vue de la méthode scientifique, c'est même un peu gênant, puisque la méthode scientifique dit, on a des données, les observations astrophysiques, ce qui est issu de la relativité générale, etc. On établit une théorie, et puis on la teste. Et là, on peut réattester, ou du moins on ne peut pas tester l'intérieur des trous noirs. Mais est-ce si gênant que ça? Parce que d'abord, au vu des conditions physiques à l'intérieur d'un trou noir, du moins tant qu'on ne va pas trop près du centre, et en particulier pour les trous noirs supermassifs, où la densité n'est pas si... la densité moyenne est très faible, nous y reviendrons très vite d'ailleurs, les conditions physiques ne sont pas si extrêmes. À part que c'est du non-retour. Mais en dehors de ça, c'est pas si extrême, et donc on peut faire confiance à la théorie, ou aux théories qui sont bien validées dans des conditions physiques semblables, et qui donc donnent des prédictions auxquelles on peut faire confiance. De plus, la théorie prédit, avant toute chose, les effets extérieurs du trou noir, dû à la gravité. Quand je vous ai parlé des propriétés du trou noir, que j'ai fait la liste, je n'ai parlé que de propriétés extérieures. Et c'est ça que l'on teste, et c'est ça que l'on appelle trou noir. Donc, remettre en question le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un trou noir ne supprime pas la notion de trou noir. Concernant le troisième point, il est plus délicat. Supposons qu'on ait une force importante qui se manifeste, plus importante que les forces connues actuellement, en laboratoire ou en observation. D'abord, cette force doit se manifester avant que l'horizon se forme. Parce que si l'horizon se forme, si le trou noir apparaît, alors c'est foutu. Les forces d'effondrement dépassent tout. Elles divergent et surpassent toute limite quelle qu'elle soit. On reviendra sur cet aspect, en particulier quand on parlera de l'expérience de pensée de la corde.
Sinon, si la force se manifeste avant l'apparition de l'horizon, c'est tout à fait possible. Je vous ai parlé, avec les étoiles à neutrons, du concept d'étoiles étranges, ou qui seraient formées d'un cœur de quarks contenant notamment des quarks dits étranges, les quarks S. Une telle étoile serait un peu plus dense que les modèles classiques d'étoiles à neutrons. On ne sait pas encore le tester parce que mesurer la taille exacte et donc la densité d'une étoile à neutrons est très très difficile. On en saura probablement plus avec les fusions d'étoiles à neutrons. Mais c'est possible. Et une étoile étrange pourrait être un peu plus dense qu'une étoile à neutrons. Mais il y a quand même une limite. On ne fait que repousser un peu la limite d'Oppenheimer-Volkoff. Ça veut dire que, avec des étoiles sans doute un peu plus grosses, un peu plus massives, lors de la transformation en supernova, on aurait un cœur alors un peu plus gros et qui formerait quand même un trou noir. Et si juste avant l'apparition de l'horizon, on a la formation d'une étoile particulièrement résistante, dense et particulièrement impossible à comprimer, il suffirait qu'un peu de matière tombe dessus pour dépasser la limite et la formation de l'horizon des événements, et là, c'est fini, tout s'effondre. Notons que cela se produit aussi par fusion, justement. La fusion de deux étoiles à neutrons, comme celle qui a été récemment observée, dépasse allègrement la limite d'Oppenheimer-Volkoff. Donc on atteint là des masses telles que le trou noir se forme. Un autre point à souligner, c'est l'existence des trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, que je vous ai cités, font jusqu'à parfois plusieurs milliards de masses. Gargantua, notre trou noir supermassif, est un peu plus modeste. De tête, je crois qu'il fait un demi-milliard de masses solaires. C'est quand même énorme, hein. C'est donc des monstres. Et quand on calcule la densité moyenne, pas celle au centre, bien entendu, mais la masse divisée par le volume du trou noir, elle est assez faible. Et c'est logique parce qu'en fait, le rayon du trou noir est proportionnel à sa masse. Et donc, le volume est proportionnel au cube de la masse. Ce qui veut dire que la masse divisée par le volume diminue avec le carré de la masse. Et donc, pour des gros trous noirs, la densité moyenne est faible. Notons que ces trous noirs se sont formés par fusion. Ces trous noirs supermassifs ont fusionné en plusieurs quand les galaxies ont fusionné au début de l'univers. Ça se produit encore de temps en temps. Et en avalant les étoiles et le gaz qui est autour d'elles, surtout quand les galaxies étaient jeunes et qui avaient beaucoup à manger autour de ces trous noirs, de ces bébés trous noirs supermassifs. Et donc, ils ont avalé beaucoup de matière, mais supposons qu'on ait un gaz qui se contracte. À cette densité très faible, la matière ne forme qu'un gaz. Un peu dense, mais un gaz. On ne parle pas là de cœur d'étoiles qui s'effondrent. Si on avait un nuage de gaz suffisamment dense et suffisamment grand, en se contractant, il pourrait former un trou noir supermassif. Et les forces sont bien connues dans les gaz. On ne parle pas là de conditions exotiques, d'étoiles étranges et de choses de ce genre. On parle de gaz comme celui que nous respirons. Ils sont bien connus. Et rien n'empêche l'apparition d'un horizon. Absolument rien. Le gaz pourrait suffisamment se comprimer pour ça. On peut prendre un exemple, une analogie assez amusante. Prenons des planètes comme la Terre. Une planète comme la Terre, et prenons-en plein et empilons-les. Comme on empilerait des oranges dans un cajot, ou comme des œufs. Alors, avec la gravité, ces planètes risqueraient de s'écraser, mais supposons qu'on les consolide. Hein. On leur met une coquille en un alliage incroyablement résistant. S'il faut, on leur colle des fusées aux fesses, d'énormes fusées pour les maintenir l'une contre l'autre, mais qu'elles ne s'écrasent pas. Et on les empile encore. Au bout d'un grand nombre de planètes, on empile des milliards de planètes, à un moment donné, le rayon de Schwarzschild devient plus grand que l'ensemble de toutes ces planètes accolées, et boum, hop, formation du trou noir. Pourquoi? Même raison. Le volume croît comme la masse occupe, le rayon comme la masse. Donc, si j'accrois le nombre de planètes, la masse augmente,
comme le cube du nombre de planètes, du volume utilisé, mais le rayon, lui, croît beaucoup plus vite. Le rayon de Schwarzschild. Et donc, à un moment donné, il y a formation dans l'horizon des événements, et le tout s'effondre, cette fois-là, coquille, métal, liage, fusée, tout ce qu'on veut, tout craque et tout s'effondre. Donc, les étoiles gelées sont possibles. J'ai parlé des étoiles étranges, c'est une possibilité, mais la marge entre la masse théorique des trous noirs donnée par la limite de Oppenheimer-Volkoff et la masse à laquelle se formeraient les trous noirs si les étoiles gelées existaient, cette marge est assez étroite. Il n'y a pas beaucoup de place pour la spéculation, et les trous noirs seraient quand même possibles avec suffisamment de masse. Donc voilà pour les objections. Il y a certains points sur lesquels nous devrons revenir. Mais on peut aussi être beaucoup plus pragmatique. On peut dire qu'il y a deux sortes de trous noirs. Il y a d'abord le trou noir astrophysique, celui qu'on observe, que l'on mesure. On a observé les étoiles en orbite autour de Gargantua, on a observé la matière tomber dans ces trous noirs, on a observé des binaires formés d'une étoile classique et d'un trou noir, et on a même récemment obtenu une image en direct du trou noir supermassif d'une galaxie voisine. Ça forme un cercle noir avec le disque d'accrétion autour. Nous reviendrons sur les trous noirs réels, qu'on pourrait appeler trous noirs astrophysiques. Et donc, ces objets qui sont observés sont appelés trous noirs. Et donc, a fortiori, ils existent. Il y a des objets qu'on observe, on les appelle trous noirs, et donc, il y a des trous noirs. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Et à côté de ça, il y a la deuxième sorte de trous noirs, c'est les trous noirs théoriques. Les modèles issus de la relativité générale, voire saupoudrés de mécanique quantique. C'est de la théorie, et ce qu'on fait, c'est on compare ces modèles théoriques à ce qui est observé, et jusqu'ici ça va. Et si on voit des différences, on améliore les modèles, on améliore nos théories, mais dans tous les cas, ça reste des trous noirs. Et c'est vrai pour toutes sortes de choses. Prenons le Soleil, notre simple Soleil. Là aussi, il y a deux choses. Il y a le Soleil que l'on voit, que l'on observe, que l'on mesure, et ce Soleil existe. Et d'autre part, il y a le modèle théorique qui décrit le fonctionnement du Soleil. Je vous ai assez parlé des modèles théoriques de fonctionnement des étoiles. Il y a seulement un siècle d'ici, on connaissait très mal le fonctionnement des étoiles. Les modèles de fonctionnement du Soleil étaient très mauvais, ils ne collaient pas. Ils n'arrivaient pas à décrire l'âge du Soleil, par exemple. On les a améliorés, et ces modèles sont maintenant très bons, en très bon accord avec les observations du Soleil ou des autres étoiles. Même la Terre a subi ça. Au Moyen-Âge, on savait que la Terre était ronde, surtout depuis très longtemps, en fait, on le sait depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est une sphère, mais au Moyen-Âge, on pensait qu'on ne pouvait pas vivre en dessous de la Terre. Parce qu'on était en bas, la tête en bas. Ou alors on imaginait qu'il n'y vivait que des monstres. Et il a fallu faire le tour du monde pour se dire, ah ben non, la Terre elle est la même partout. Et il a fallu Newton pour expliquer que la gravité va vers le centre de la Terre et non pas vers le bas, plus bas que la Terre. Donc là aussi, la compréhension de ce qu'est la Terre a évolué au cours du temps. Il y a la Terre sur laquelle nous marchons et sa description par la science, qui s'est améliorée. La géophysique, la géologie, le mouvement des continents, tout ça s'est élaboré, beaucoup de choses se sont même élaborées seulement au XXe siècle. La dérive des continents, ou plutôt la tectonique des plaques, comme on dit maintenant, c'est le XXe siècle, pas avant. Donc on a amélioré nos modèles pour coller à l'objet vu et appelé Terre. Et personne, je n'ai jamais vu personne dire, nos modèles sont que de la théorie, le Soleil n'existe pas, la Terre n'existe pas. Ça paraît idiot de dire ça. Mais c'est vrai aussi des trous noirs.
Les trous noirs sont vus, observés, appelés trous noirs, comme le Soleil, comme la Terre, ils existent. Nos modèles sont imparfaits, on veut les améliorer. Les modèles sont peut-être un peu moins bons pour les trous noirs, ou plutôt moins vérifiés, mais c'est quand même pas cohérent de dire que les trous noirs n'existent pas sous prétexte qu'ils sont particulièrement exotiques ou que nos modèles sont moins bons. À l'époque où les modèles du Soleil ou de la Terre étaient nettement moins bons, ça ne conduisait pas à dire la Terre n'existe pas. Affirmer que le modèle des trous noirs ne sont pas encore très bien vérifiés, ok, mais à nouveau, on les vérifie, on les vérifiera et on les améliorera. Et c'est tout. Il ne faut pas non plus chercher la petite bête et dire parce que c'est pas parfait, ça n'existe pas. C'est absurde. Il ne faut pas chercher la petite bête ou le pouls sur la tête du trou noir chauve. Hein? Rappelez-vous le théorème de Calvici. Voilà. Donc, oui, les trous noirs existent. Ils sont là, nos modèles sont probablement perfectibles, mais ils existent. Ceci étant établi, on peut maintenant continuer à réfléchir justement à ces modèles. C'est ceux que nous avons. Et donc, pour pouvoir les confronter à la réalité, il faut aussi pouvoir analyser et voir ce que donnent ces modèles, ce qu'ils disent, pour comparer ensuite aux observations. Donc ça, nous continuerons notre petite balade sur le modèle trou noir, et dans la prochaine vidéo, nous réfléchirons à qu'est-ce qui se passe lorsque l'on approche d'un trou noir. Vous verrez, il y a toutes sortes de propriétés et de choses étonnantes. Je vous remercie.